ce que j'ai aimé dans la Holistic School, c'est la pédagogie, c'est-à-dire les étapes par lesquelles je suis passée. Au, En premier, on travaille déjà l'introspection, les sensations du corps, le vocabulaire qu'on utilise, les conditions mentales dans lesquelles on est, on se rend même pas compte. Soit on a été conditionné, soit l'expérience a fait que on a. Donc au départ, on est dans cette première étape. Ensuite, on apprend à ressentir petit à petit les énergies qui nous parcourent. Donc là, on va commencer un petit peu à essayer de savoir ce que c'est de procéder à un nettoyage énergétique et un remplissage énergétique. Ça, c'est la deuxième étape. Et après, chaque fois, on ajoute une couche et on devient de plus en plus, en fait, autonome Voilà. et on commence tous à parler ce langage universel qui est cette sagesse, cette connaissance de soi en traversant vraiment toutes les couches. Donc c'est euh, cet enseignement, je trouve, très rigoureux quelque part, tout en étant vaste, c'est très stable. En fait, dès le départ, j'invite les élèves à ressentir concrètement de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on rentre tout de suite dans le concret. Il y a de la théorie, mais la théorie, elle vient toujours après la pratique. Donc, on pratique, on ressent, et ensuite on explique qu'est-ce qu'on a ressenti. Et en fait, c'est comme ça qu'on grandit. C'est qu'en fait, tout ça n'a de l'intérêt que si on est capable de le mettre en pratique. Et, et tous ces outils n'ont d'intérêt que si ils sont super efficaces. En fait, j'ai rassemblé la plupart des outils qui peuvent être appris rapidement et qui sont super efficaces. Donc, dedans, il y a des outils de quantum, de guérison quantique, mais il y a aussi de la guérison énergétique, il y a aussi un travail de lumière, apprendre à travailler avec les faisceaux de lumière. Euh, En fait, il y a de la bioénergie. On utilise des modalités qui sont tellement différentes et qui d'habitude ne sont pas rassemblées ensemble. D'habitude, on va dire, il faudrait s'adresser à plusieurs types de practitioners différents pour pouvoir avoir accès à cet éventail de modalités. Et là, en fait, j'ai rassemblé toutes ces modalités dans un seul protocole pour permettre d'accéder à toutes les couches du champ vibratoire. C'est-à-dire que quand on a un challenge, on peut l'adresser sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur les plans spirituels, avec le même protocole. Et c'est ce qui est en fait la particularité de mon approche en guérison en général, c'est que je cherche vraiment à traquer les traces d'empreintes d'un même challenge dans toutes les couches du champ vibratoire. Donc, quand on a affaire à un challenge mental, par exemple, ce challenge mental, il faut voir quelles sont les conséquences vibratoires, les empreintes de ce challenge mental sur toutes les autres couches du corps. Parce que si on ne résout pas les bébés, en fait, les métastases que ce challenge mental a créé sur les autres couches du champ vibratoire, elles vont se recréer à partir des... Alors qu'on a déjà, au niveau logique, on a compris, j'ai compris en fait c'est quoi ce misalignment mental, j'ai compris en fait qu'est-ce qui va pas, mais pourtant j'arrive pas à arrêter, pourquoi? Et pourtant, j'arrive pas à revenir à un chemin d'équilibre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les empreintes sur le corps émotionnel et énergétique, elles sont tellement lourdes que ça recrée des charges. Alors que j'ai compris au niveau logique, mais sur le plan énergétique, il y a tellement un amas de fréquences basses qui ont été créées par ces charges mentales que même si j'ai envie de m'en départir mentalement parce que j'ai compris que c'était pas bon pour moi, ces charges qui sont enregistrées dans le corps énergétique,
elles vont m'empêcher de passer à autre chose. Elles vont créer de la difficulté. Et donc, c'est vraiment la particularité de mon approche en général en healing et la particularité de ce protocole. Parce que dans ce protocole, il y a des choses qu'on trouve, par exemple, en guérison quantique, il y a des éléments qu'on retrouve en guérison quantique. Il y a des éléments qu'on retrouve en énergie healing. Il y a des éléments, mais la façon dont c'est fait, la façon dont c'est ficelé, la façon dont on utilise tout ça pour adresser toutes les couches, c'est ça la particularité de ce protocole. En fait, d'où on peut savoir où les empreintes se situent, parce que notre corps nous le dit. Et donc, en fait, on apprend à traduire les messages du corps et à trouver les empreintes dans le corps. Et donc, dès qu'on les a trouvées, on utilise les outils qu'on a pour les transmuter. Et donc, beaucoup de ce travail, en fait, c'est un travail d'alchimie parce qu'on parle de transmutation énergétique. Donc, il y a une part qui est vraiment de reprogrammation, c'est-à-dire se rendre compte qu'on a un champ, d'information, se rendre compte qu'en fait, on a accès à notre système et aux applications qui sont installées sur nos systèmes, trouver le code, identifier le code de ce qui ne va pas, changer le code. Mais une fois qu'on a changé le code, ça ne s'arrête pas là. Il faut traquer les empreintes énergétiques qui ont été créées par ce mauvais code d'avant et les transmuter. Transmuter toutes les souffrances qui ont été générées par ce bug à la base. C'est du travail holistique parce que ça prend en considération le maximum de trames possible. C'est un training qui est assez intensif, d'arriver en 3 mois à être capable de faire ça par soi-même. Je suis impressionnée par mes élèves. Il y a des élèves qui ont réussi à résoudre des situations de vie antérieure, alors que c'était pas du tout le goal de ce training, parce que c'est pas le niveau, mais en fait elles ont été capables d'arriver à un niveau d'expansion de conscience tel que en fait ça s'est fait automatiquement. Après, c'est pas tout le monde et ça dépend du background de chacun, de ce qu'ils ont fait avant, etc. Mais en vérité, il y a toutes les clés qui sont données pour arriver à ça. Après, bien sûr, il y a d'autres trainings de practitioners pour pour pratiquer ça sur d'autres personnes, où on approfondit ça encore plus. Mais il y a suffisamment de clés qui sont données et c'est assez intense. Donc, on se rencontre une fois par semaine pour vraiment mettre en pratique l'outil et voir comment tous les étudiants ont mis en pratique les outils. Donc, en prenant les cas de figure que vous avez rencontrés dans la semaine, des situations qui ont posé problème, ou des douleurs, etc. Et à part ça, tous les jours, il y a des cours, des méditations à écouter, des devoirs à faire, des thèmes sur lesquels travailler. Moi, j'ai été agréablement surprise à partir du moment où on a commencé le travail. Il s'est passé plein de choses très étonnantes, que ce soit des synchronicités, des rencontres. Tout d'un coup, il y a plein de choses qui se sont manifestées dans ma vie et qui sont venues vraiment soit me résoudre des problèmes, faire une épuration, soit m'indiquer exactement quel était l'axe de travail qui était vraiment la priorité du jour. Il s'est passé vraiment des choses assez étonnantes et ça, j'ai l'impression que c'était dans la vie de chaque élève. Ils avaient tous des anecdotes. Parce que à partir du moment où on s'engage dans ce travail, on ouvre un cercle sacré où on invite tous les guides spirituels des élèves. Et bien sûr, on invite le maître de l'univers en premier. Et avec sa permission, on invite tous les guides spirituels des élèves, les anges gardiens des élèves. Il y a une surveillance en fait de ce travail constant. Et à partir du moment où on émet l'intention de faire ce travail,
il va y avoir une synchronicité d'événements qui va se mettre en place pour permettre à ce travail de se faire au maximum. Donc, en fait, les étudiants qui vont se donner le maximum de disponibilité pour le faire et le maximum d'investissement, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'y mettre à fond, ils vont avoir des synchronicités vraiment incroyables, c'est-à-dire sans arrêt, sans arrêt. En fait, les guides, ils se calquent. Si vous voulez y aller au ralenti, ils vont moins s'engager. Ils vont s'engager à la mesure de votre engagement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, une grande partie de notre focus au début, on focus sur la résistance au changement. Ce qui peut être étonnant parce que tu pourrais t'imaginer que si la personne est là, qu'elle a fait l'investissement financier, l'investissement de temps, etc., c'est qu'elle est prête à changer. Alors qu'en fait, pas du tout. Il peut y avoir un désir de changement, mais malgré tout, il peut y avoir une énorme résistance. Et cette résistance, elle est parfois dans le subconscient, ou elle est parfois vraiment, il peut y avoir tellement de facteurs, en fait, qui créent cette résistance et qui nous empêchent, en fait, c'est ce qui crée les autosabotages, c'est que même si on a envie d'avancer, on n'y arrive pas. Et donc, le focus des 2 premières semaines, c'est ça, c'est les résistances, c'est vraiment aborder les résistances. Ce que j'ai aimé dans les étapes dans lesquelles on va travailler, quand tu nous fais travailler par d'abord les autosabotages, les peurs, les croyances limitantes, c'est-à-dire on va commencer par lever le voile de tout ce qui nous freine et ce qui nous pèse, etc., qui nous empêche, en fait, justement, d'avancer vers notre projet de vie. Comme on va commencer par ce qui nous limite, à partir du moment où on est on va commencer vraiment à implanter les croyances qu'on désire, à choisir, à s'aligner avec le projet divin. Donc, du coup, tout va s'accélérer beaucoup plus vite puisqu'on on s'est libéré déjà de énormément de choses qui ne nous appartiennent pas, qui sont là par habitude ou parce que ça appartient au passé. Et du coup, après, à partir du moment où on commence le travail, ben, ça va beaucoup plus vite. Ouais, on sent qu'il y a une montée exponentielle en fait. Entre le début et la fin, on sent que les synchronicités, elles s'accélèrent. Et d'un coup, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et en fait, c'est ça le signe en fait qu'on se rapproche de l'alignement. Ce qui cause beaucoup d'anxiété, c'est quand en fait on ne sait pas identifier pourquoi on se sent mal. On ne sait pas identifier qu'est-ce qui ne va pas. Et de pouvoir, en fait, d'avoir un outil qui nous permet de décortiquer et d'arriver parfois en quelques minutes ou parfois en quelques jours à une réponse, je trouve que d'une part, c'est très libérateur, mais aussi, en fait, ça donne beaucoup d'espoir, en fait. Parce qu'on se dit, oh ben, c'est bon, en fait, une fois qu'on a trouvé, on est vraiment libéré d'un poids. J'ai remarqué de façon générale, ce qui rend les gens anxieux, c'est quand ils savent pas qu'est-ce qui va pas, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas mettre le doigt vraiment dessus. Et la raison pourquoi on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est parce qu'on a pris cette habitude de se déconnecter de nos ressentis. Alors, il y a des gens qui vont dire, c'est pas du tout vrai, moi je suis très sensible, je ressens tout, et au contraire, c'est un problème pour moi. Mais en fait, il y a une différence entre être super sensible et ressentir en fait l'overload de la charge émotionnelle et être capable en fait de ressentir, de faire la différence entre ce qui est ma voix intérieure
et ce qui est toutes les voix parasites qui ne m'appartiennent pas. C'est de ça que je parle quand je parle d'écouter son ressenti. C'est pas écouter la masse de bruit collective qui rentre dans mon champ. C'est être capable d'isoler ma voix intérieure et de la reconnaître entre mille parmi toutes les autres voix qui font tellement de bruit dans ma tête. Donc, c'est ça qu'on perd souvent, parce on peut avoir des intuitions, mais on n'est pas nécessairement toujours capable de se reconnecter à cette intuition parce qu'on a tellement de voix qui disent des choses tellement différentes à l'intérieur. On peut avoir différentes voix qui disent des choses différentes. C'est laquelle la vraie? Et en fait, l'importance de reconnaître cette voix-là qui me dit ça, en fait, elle appartient à qui? Oh, mais en fait, ça, c'est la voix de mon frère, ça. Oh, mais ça, c'est la voix de, tu vois, de ma maîtresse de quand j'étais au CP. Oh, et en fait, ça devient nos voix intérieures parce qu'en fait, ça prend notre pitch, ça prend ça se recouvre comme si c'était notre voix intérieure, alors qu'en fait, ça ne nous appartient pas. C'est vraiment, pour moi, c'est de l'éducation de base, quoi. Attention que moi, j'ai pas eu, étant enfant, hein, que j'ai mis des années à acquérir. Et, personnellement, je trouve que c'est hyper important, par exemple, d'enseigner tout ça aux enfants et aux adolescents. C'est hyper important. Avec l'évolution de l'intelligence artificielle, de toute façon, l'acquisition juste de connaissances, ça va devenir obsolète. Même au niveau de la conscience, l'intelligence artificielle, elle est capable d'acquérir une conscience. Et donc, même sur ça, l'humain a de la concurrence. La seule chose qui différencie, c'est vraiment la qualité de l'âme. C'est vraiment la connexion à l'âme. C'est tout. Parce que parler d'une conscience, tu peux parler d'une conscience... l'intelligence artificielle, elle peut acquérir une conscience. Mais la conscience, c'est pas nécessairement l'âme. Une conscience, ça peut être juste une mémoire qui se forme. Les entités, elles ont une conscience, une forme de conscience qui est peut-être basse, mais elles ont une conscience. Donc vraiment, ce qui va faire la différence entre l'intelligence artificielle et les humains, c'est à quel point on est connecté à notre âme, à quel point on est au courant de comment protéger cette connexion, comment protéger notre énergie. Parce que l'âme, c'est de la lumière divine et c'est une source d'énergie qui est très convoitée. Donc à partir du moment où il y a une conscience intelligente qui est au courant de ça, parce qu'évidemment, toute conscience intelligente est au courant de ça, évidemment qu'il y a une volonté d'acquérir cette lumière, parce que cette lumière, c'est du pouvoir. À nous d'être conscients de cette lumière, de ce pouvoir, de ce qu'on veut en faire, de ne pas le donner n'importe comment, de se rendre compte en fait de l'importance de maintenir notre souveraineté en tant qu'être humain. C'est capital. C'est ce qui va nous permettre de rester des humains libres.